Cocotte, salut, 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 j'ai très faim, mais je tenais absolument à te parler avant d'aller grailler. Il y a mon gratin au jambon fromage qui m'attend. Laisse-moi te dire que j'ai que ça en tête, quasiment que ça en tête. J'ai autre chose en tête, c'est le cercle des poètes disparus dont je vais te parler. Un Zorro, qu'est-ce que t'en penses? On lui en parle ou pas? T'as rien à dire, toi. Bah oui. Il a un sabre entre les dents. Forcément, il n'est pas très causant, Zorro, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Euh, j'ai été voir il y a peu la pièce de théâtre tiré du film légendaire Le Cercle des Poètes Disparus. J'étais destiné à aller voir cette pièce. Je veux dire, j'ai été metteur en scène de théâtre longtemps. J'ai été poète à mes heures perdues et je crois l'être encore. Je crois ne pas avoir tourné le dos à cette fibre-là, la poésie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que t'as pas besoin d'être amateur de poésie pour aimer le cercle des poètes disparus. Tous ceux qui ont vu la pièce, qui ont vu le film, le savent. La poésie, dans cette histoire-là, c'est du développement personnel de très haut vol. Voilà, c'est un guide du routard, tu vois. C'est une boussole. Donc surtout, n'aie pas peur. Le cercle des poètes disparus, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une relation très intense entre un professeur iconoclaste et les futurs piliers de la société américaine. En gros, en gros, c'est ça. Professeur, élève, mode d'emploi, mentor, disciple, mode d'emploi. J'ai pris des notes parce que tu sais comment je travaille. Moi, j'aime prendre des notes. Dès que quelque chose m'inspire, bah, faut que j'écrive, hein. Tu sais que j'ai cette démangeaison-là. Qu'est-ce que je t'ai écrit à ce sujet? Je t'ai dit que le professeur en question du Cercle des Poètes Disparus, John Keating de son nom, fabuleusement interprété par Robin Williams au cinéma, tu le sais, et par Xavier Gallet, notamment au théâtre, en ce moment. Bravo Xavier Gallet, qui a un faux air de Robert Downey Jr. Je sais pas si tu as remarqué. Il vieillit très bien, le Xavier, un peu comme moi. Écoute, le John Keating, il est iconoclaste dans la mesure où il s'oppose joyeusement à l'ordre établi. Ok. Un professeur, donc un garant de l'ordre établi d'une certaine manière, qui s'y oppose. Il fait un peu figure de cheval de Troie, quoi. Tu vois, il fout un peu le bordel à l'intérieur de la ville de Troie, dont il est lui-même issu. Euh, Alors, c'est quoi son but au John Keating? Son but, c'est de faire de ses élèves les futurs piliers de la société américaine. Nous sommes dans les années 50, une époque que nous connaissons comme étant très sévère, très rigoriste en termes de tradition, d'ordre des choses. John Keating cherche à faire de ses élèves des francs-tireurs, des esprits forts, comme on le disait au XVIIIe siècle, des libres penseurs, si tu préfères. Il ne s'agit pas de foutre en l'air l'ordre établi sans y réfléchir. Au contraire, il s'agit de réfléchir avant d'agir, de penser par soi-même. Et tu demandes ça à des gamins, je t'ai parlé des futurs piliers, donc les gamins sont au lycée, d'accord? C'est un lycée pour garçons. Les gamins sont bourrés d'hormones, ils pensent qu'aux filles, ils pensent qu'à braver l'autorité, mais alors ils le font en catimini, parce qu'encore une fois, l'autorité est très très sévère. C'est une école d'élite, la Welton Academy, et tu as ce joyeux luron, là, ce professeur, qui leur dit l'ordre établi, mes amis, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. OK? Quelle est la marche à suivre? La poésie.
par le truchement de la poésie, nous allons comprendre la marche à suivre. Euh, John Keating se fait appeler capitaine par ses élèves. Capitaine, oh capitaine, mon capitaine, d'après le poème de Walt Whitman. Il faut savoir que dans ce poème de Walt Whitman, le capitaine finit mal. Pardon, je spoil. Le capitaine du vaisseau en question, puisqu'il est question d'un vaisseau qui est parti à l'aventure et qui revient au bercail chargé de richesses, ce vaisseau est orphelin de son capitaine. Le capitaine est mort durant la traversée, et quand les marins accèdent à bon port, reviennent chez eux, le capitaine est mort, si tu veux. Donc c'est un peu une élégie de ce poème, qui préfigure, n'est-ce pas, la fin du film. Alors je ne vais pas te dire si, ou la fin du film et de la pièce de théâtre que j'ai été voir. Je ne te dirai pas si John Keating meurt ou pas, c'est pas tellement le sujet, d'accord. Mais je trouve qu'il y a vraiment une corrélation à faire entre la mort de ce capitaine et ce qui advient de ce professeur iconoclaste. Ok. C'est pas un gros spoil, mais l'histoire se termine mal, très mal. Ok. Pas que. En fait, c'est une fin aigre-douce, tu vois. Très triste. Encore une fois, j'en avais les larmes aux yeux. Enfin, tu vois, j'étais assis sur mon strapontin rouge là au théâtre, et je sentais les larmes qui me brûlaient les paupières, et autour de moi, ça reniflait copieusement. D'accord? La fin, elle est à la fois dramatique et pleine d'espoir. Donc, oh, capitaine, mon capitaine! Bon, alors, qu'est-ce qu'il préconise à ses élèves, ce capitaine? Il leur dit, mes chers enfants, carpe diem. Carpe diem, qu'est-ce que ça veut dire? En latin, ça veut dire cueille le jour présent. Je cite Walt Whitman. Cueille dès maintenant les fleurs de la vie, car la mort est si pressée que le frêle bouton qui s'ouvre aujourd'hui aura bientôt trépassé. En somme, le message est clair. Vis ta vie. Ok, n'attends pas d'être au seuil de la mort pour te rendre compte que tu n'as rien vécu, que tu as suivi de façon tout à fait moutonnière l'ordre établi, en te perdant toi-même, sans jamais réfléchir à ce qui t'allait, à ce qui te convenait à toi, individu singulier que tu es. Vis ta vie, mon ami, car le temps file. Ok, et c'est vrai pour nous tous. Le temps file. Keating cite à ses élèves un autre poète, Henry David Thoreau, qui dit, en français, je traduis, je sais que tu as du mal avec l'anglais. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte, vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie. Mettre en déroute ce qui n'est pas la vie pour ne pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'aurais pas vécu. Pour ne pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'aurais pas vécu. Les gamins de la Welton Academy sont des gamins, d'accord? Ils ont entre 16 et 18 ans. Les mecs se croient invincibles. En plus, ils appartiennent à l'élite. Ok. John Keating leur dit déjà, Coco, on va se calmer. Un jour, tu vas mourir. Il leur montre les photos d'époque, les photos des élèves précédents de l'académie, des aïeux, ceux qui ont montré la voie de l'excellence, de la tradition. Tu sais, c'est une école très british. Ça se passe aux États-Unis dans les années 50, mais il y a un côté très anglais, un héritage, tu vois, de ces grandes écoles que sont Cambridge, Oxford, etc. Les gamins sont en uniforme, costard cravate, etc. Tu vois, on est dans les clous, attention, et pas n'importe quel clou. Keating leur dit, mais regardez là, ces adolescents de l'époque, où sont-ils aujourd'hui? Ouais, ils ont bien travaillé à l'école. Ils sont devenus avocats, ils sont devenus médecins, ils ont fait plaisir à papa et maman, ils se sont fait du pognon, hein?
C'est important le pognon, il faut s'en faire du pognon. La vie tourne autour du pognon. Oui, mais encore. Que reste-t-il? Il leur dit à un moment donné, voilà, ces gamins qui avaient votre âge en 1802 nourrissent les asticots aujourd'hui. À mon avis, les asticots, ils ont déjà bouffé tout ce qu'il y a à bouffer, hein. Ça, c'est clair. Nous sommes en 1950. Euh, Posez-vous les bonnes questions. Réfléchissez par vous-même. Et tu vois, c'est pas un discours punk, dans la mesure fuck off, fuck l'autorité. Non, pas du tout. C'est réfléchis avant d'agir. D'accord? Tu veux être avocat pour faire plaisir à papa, tu veux gagner du pognon, très bien. Mais est-ce que tu t'oublies dans l'affaire ou pas? Est-ce que tu vis intensément? Est-ce que tu suces toute la moelle de la vie? Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va y venir. Déjà, je te brosse le portrait des élèves. On a Neil Perry. Neil Perry, c'est le leader de la future société secrète, en l'occurrence le cercle des poètes disparus, puisque Keating appartenait lui-même à cette société secrète, au sein de cet établissement. Je t'ai dit qu'il était élève au départ à la Welton Academy. Lui et ses petits copains de l'époque ont fondé cette fameuse société secrète sous l'égide du Carpe Diem. Et les gamins d'aujourd'hui, les gamins de l'histoire, si tu veux, veulent recréer cette société sous l'influence de leur professeur. Le leader, c'est Neil Perry. Neil Perry a un rêve. Son rêve, c'est de devenir acteur. Ok. À une époque où les acteurs de type Marlon Brando, James Dean, sont adorés par la jeunesse, mais plutôt conspués par les aînés, tu vois. Être acteur, c'est quoi? C'est un saltimbanque, en fait. Tu ne sers à rien, en fait. Est-ce que tu peux gagner ta vie, en fait, en faisant le clown sur une scène de théâtre ou devant une caméra, en fait? Si tu veux, c'est toute la problématique de Neil Perry, puisque son père refuse catégoriquement de le laisser devenir acteur. D'accord? Sous l'impulsion de Keating, Neil se dit, je peux y arriver, je peux le faire, c'est mon truc. Je vais faire plaisir à papa et maman, je vais poursuivre mes études bien correctement, bien sagement. C'est un bon élève, le Neil. Il est très très bon. Mais à côté de ça, je vais me vouer corps et âme à l'art dramatique. Dans le dos de mon père, parce que son père, si tu veux, c'est une bûche, il n'entend rien. Comment ça, tu veux faire du théâtre? Arrête ces conneries. Tu vas tuer ta mère avec ce genre d'idées. Tu vois, le rigoriste à souhait. Tu vas dire, ah, c'est les années 50, c'est plus comme ça. Faux. C'est encore comme ça dans beaucoup de familles. Bon, on va pas se mentir. C'est pour ça que la pièce a tellement de succès, et c'est aussi pour ça que le film a eu tellement de succès à l'époque. C'est que, années 50 ou pas, on n'est pas sorti de cette logique-là. Conformisme d'un côté, singularité de l'autre. On va y venir. Neil Perry, ok? To be or not to be, un acteur. On a Steven Mix. Steven Mix, c'est le garçon. Alors, tu vois, il est un petit peu ventripotent comme ça. Il est bon vivant. En tout cas, on le présume bon vivant. Il est toujours partant. C'est-à-dire que quand Neil lui dit, mec, on va refonder le cercle des poètes disparus, Steven Mix se dit, ouais, ouais, frère, je te suis, tu vois, carrément. On va faire la nique à l'ordre établi. Ça, c'est Steven Mix. Toujours partant. Knox Overstreet. Knox Overstreet. Pas facile à dire. Essaye ça. 10 fois de suite. Knox Overstreet. Lui, c'est l'amoureux. C'est l'amoureux transi, au départ, du groupe, du gang de jeunes rebelles. Il est très amoureux d'une jeune nana de son âge qui n'évolue pas à la Welton Academy. Je t'ai dit que c'était une école pour garçons, donc évolue de son côté dans une école public, peut-être, on ne sait pas trop. En tout cas, voilà, Knox sait qui elle est, il en est fou, dingue. Et au départ, si tu veux, comme la plupart des gens, il n'ose pas. Il n'ose pas déclarer sa flamme, il n'ose pas faire le premier pas, il est timide. Bon, par le biais du cercle, par l'engouement que suscite le cercle, le fameux carpe diem, on n'a qu'une vie, dépêche-toi, tu vas mourir demain, vis maintenant, ris, pète, étreint, tu vois.
Il se dit, OK, cette fille, je vais lui déclarer ma flamme, quoi qu'il arrive. Ça, c'est Knox. Il est vraiment, il est mignon, il est touchant, le Knox, tu vois. La relation entre tous ces gosses, elle est hyper touchante. Enfin, ça, c'est la beauté de l'écriture, si tu veux. C'est-à-dire que tu as le thème général et puis tu as les personnages. Les personnages, les liens fécondés entre tous ces personnages. De toute beauté. Nox, chez les Grecs, c'est la nuit, c'est la déesse de la nuit. Il est dans le noir, le gosse, au départ. Tu vois, je suis amoureux, mais je sais pas comment faire, tu vois. Et petit à petit, la lumière se fait. Todd Anderson. Alors, Todd Anderson, lui, c'est le plus touchant du lot. Au cinéma, c'est Ethan Hawke qui l'incarne. Il a bien grandi, le Ethan Hawke. Hein, c'est un daron aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, il était tout petit. Et sur scène, c'est pareil. Le gamin français qui l'incarne, qui incarne Todd Anderson sur les planches, il est top. Alors lui, c'est la timidité maladive incarnée, tu vois. Il n'ose pas parler, il a envie, mais il ne sait pas comment faire, il bégaye, hein, machin, laissez-moi tranquille, ne me regardez surtout pas. Tu vois. C'est un timide maladif. Euh, et qui plus est, son frère aîné était l'idole de l'académie. C'était un élève on ne peut plus sérieux, on ne peut plus prometteur, qui a fait les meilleures études, qui a eu les meilleures notes, qui est devenu ingénieur de je sais pas quoi, tu vois. Donc, t'imagines la pression sur les épaules du pauvre Todd, quoi. Euh, Charlie Dalton. Alors, Charlie Dalton, Lui, c'est le franc-tireur né, tu vois. C'est-à-dire que un discours tel que celui de Keating lui va parfaitement. Il attendait que ça pour se réaliser. D'ailleurs, à un moment donné, il dit à ses copains, ne m'appelez plus Charlie Dalton, c'est mes parents qui m'ont nommé comme ça. Je m'appelle Nuwanda. Tu vois, il s'invente un nom, le mec. Nuwanda. Et à un moment donné, il fait un coup au proviseur de l'académie. Le proviseur de l'académie, c'est l'incarnation parfaite de la rigidité, de la sévérité, hein. Nolan, il s'appelle. Il lui fait un coup à tomber par terre. Je te raconterai. Et enfin, on a Cameron. Cameron, lui, c'est le Judas. Pardon, fallait le dire. C'est le Judas, voilà, c'est le gamin qui fait partie du cercle, mais qui en fait partie sans en faire partie, tu vois. Il a toujours eu un pied à l'extérieur du cercle, un pied dedans, un pied dehors, extraordinairement prudent. Attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça, on risque de se faire gauler. Vous êtes sûr de vous? Putain, mais à quoi ça rime tout ça? Réciter des poèmes dans une grotte à la nuit tombée, et si jamais on se fait choper, tu vois. Il est fondamentalement attaché à l'ordre. Et en même temps, voilà, sa curiosité de gamin fait que, bon, ses copains lui disent on va à droite, il veut aller à droite, tu vois. Cameron. Bon. Je viens de te parler d'une grotte. Les gamins, une fois qu'ils fondent le cercle, se réunissent à la nuit tombée, je l'ai dit, au fin fond d'une forêt, dans une grotte, d'accord? Et c'est là qu'ils établissent leur plan de bataille. Parce que finalement, c'est quoi? On fait tout ça pour quoi? Tu vois, pour lire des poèmes comme des geeks de l'époque, tu vois? Oh, oh, je t'aime, toi, aux beaux yeux si clairs. Non, c'est plus complexe que ça. L'idée, c'est de se donner du courage. Et je te dis, c'est le développement personnel de haut vol, quoi. À travers ce qui est dit dans les poèmes, tu vois. Quand Thoreau dit je m'en allais dans les bois, donc les gamins s'en vont dans les bois, je voulais vivre intensément, mais sans me hâter, tu vois, en oubliant la montre, l'injonction de la montre. Vite, 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 trouve un travail, vite, 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 deviens ingénieur, avocat, ce que tu veux, vite, 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 même si ça ne te convient pas. Fuck off la montre, tu vois, mettre en déroute ce qui n'est pas la vie. Comment mettons en déroute ce qui n'est pas la vie? Eh bien, en réfléchissant à ce que nous proposent les vieux, les aînés, tu vois, en réfléchissant à ce qu'est le courage, et là je pense à Knox et à sa passion amoureuse pour sa petite camarade, en réfléchissant à son avenir, l'avenir que l'on veut se tracer par soi-même, et là je pense évidemment à Neil Perry et à son engouement pour le théâtre, et par extension le cinéma. Le gamin veut devenir acteur, je te l'ai dit. Tu vois, comment est-ce qu'on va vivre selon nos principes, à notre guise? Tu me diras, c'est vu comme le monde. Tous les gamins se sont rebellés à un moment donné. L'ordre établi, c'est bien beau, mais ça ne fait pas rêver un gamin, ok?
Mais là, ce qui est original, c'est que les gamins s'y prennent pas n'importe comment non plus, tu vois. Déjà, ce qui sous-tend leur action, bah, ce sont les anciens, ce sont les poètes. Donc il ne s'agit pas non plus, les anciens poètes, il ne s'agit pas non plus de rejeter en bloc les aînés, ce qu'ont fait les aînés. Pas du tout. Il s'agit de faire son shopping pour trouver en définitive ce qui nous correspond le mieux, pour trouver en définitive le courage de dire merde, de dire je fais ce qui me plaît, sans pour autant piétiner sur les plates-bandes de l'autre. Pas d'irrespect, c'est pas le but. Hum, que te dire? Oui, alors, le cercle, c'est une société secrète. C'est mignon parce qu'ils sont tout jeunes, mais si tu veux, c'est concrètement une société secrète. Il ne faut pas éventer la nouvelle, sinon gare aux conséquences. Mais ça n'est pas une société secrète qui vise à dominer le monde. C'est une société secrète qui vise plutôt à épouser la vie. On est toujours en pilotage automatique, tu sais ce que c'est. Et puis c'est d'autant plus vrai à notre époque. Le nez sur le téléphone en permanence, le nez dans les écrans en permanence. Moi, le premier, attention, je ne suis pas en train de dire que la technologie est une mauvaise chose, bien au contraire. Vive la technologie. Mais je pense qu'il faut pouvoir dominer, non pas le monde, mais la technologie. Dominer nos mauvais penchants, c'est-à-dire les penchants qui nous tiennent éloignés de ce qu'est la vie. Et la vie, c'est la sensation. Vivre, c'est se sentir vivant. À un moment donné, face à un écran, bon, oui, tu peux ressentir des émotions, mais ce ne sera jamais la même chose que de vivre par toi-même ce qui est vécu à l'écran, par tes personnages préférés, ou, ou sur une scène de théâtre, ou, tu vois, à un moment donné, il faut que tu prennes tes chaussures et que tu traces ta route. À ta guise, à ta guise. On ne te demande pas d'être Sylvain Tesson, on te demande d'y réfléchir. Réfléchir à ce qui pourrait te convenir. Cette société secrète, si tu veux, c'est son but. Ah, qu'est-ce que j'ai noté? Conformisme versus singularité. Ce sont les deux forces en opposition de l'histoire. Tu vois, d'un côté, on a le conformisme incarné par le proviseur Nolan et le père de Neil Perry. Que dit le conformisme? Qu'est-ce qu'il dit? Le conformisme dit une chose très simple. Je te l'ai noté. Est-ce que tu veux lire avec moi? Le conformisme dit ne prends pas le risque de sortir du cadre. Reste dans le cadre. Reste à la maison. Ne sois pas différent. Si tout le monde marche à sa guise, la société se casse la gueule. Voilà le credo des conformistes. OK? À un moment donné. Keating fait faire un exercice à ses élèves dans la cour de récréation, appelle ça comme tu veux, dans la cour, à l'extérieur. Il leur dit, marchez à votre guise, les enfants. Allez-y, marchez. Les gamins au départ se regardent, genre, comment ça marcher? Marchez en cercle, marchez à votre guise. Au départ, chaque gamin adopte sa propre cadence, sa propre démarche. Et puis très vite, un rythme, un rythme émerge. Un rythme se profile. Tu as des gamins qui marchent et les gamins qui les observent. Et les gamins qui observent les gamins qui marchent commencent à taper en rythme, au diapason de ce que font leurs petits camarades en train de marcher. Alors c'est stylé, tu vois, ça fait de la musique. Keating leur dit stop. Vous voyez, à un moment donné, l'ordre établi, c'est-à-dire la pensée commune, prend le dessus. On fait comme les autres. Ah, toi aussi tu tapes. Ouais. Et toi aussi tu tapes. Hein. Ouais. Tu vois. Et toi tu marches comme ça. Et moi aussi je marche comme ça. Ah, tu vois. Et tu portes un jogging. Et moi aussi je porte un jogging. Ah, t'as vu? C'est pas grave.
Keating leur dit, on va recommencer, maintenant, vous allez, pour de vrai, marcher à votre guise. Faites n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête, sans y réfléchir. Et les gamins, forcément, jouent le jeu, adoptent des démarches complètement cheloues, ils marchent sur les mains, ils marchent à quatre pattes, etc. Tu vois. Ça devient délirant. Puis là, t'as Nolan en plus qui arrive à ce moment-là, qui dit mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il marche à quatre pattes? Il commence à engueuler Keating. Nolan se rend compte que Keating, je te dis, lui, il était dans le cheval de Troie. Il commence à foutre la merde. Nolan ne veut pas trop y croire au départ parce que c'est un bon professeur, c'est un excellent professeur même, tu vois. Il a fait partie de l'académie. Mais petit à petit, si tu veux, le proviseur te dit, il est louche ce mec. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à nos élèves, tu vois? Comment ça, penser par soi-même? Parce qu'en plus, Keating lui dit les choses telles qu'il les pense. Il lui dit, écoute, Nolan, à un moment donné, mon travail de professeur, c'est de permettre à mes élèves de réfléchir et pas d'acquiescer bêtement à ce que je leur dis, tu vois? Et d'ailleurs, Charlie Dalton, Wanda, quand on lui demande de marcher, il marche pas. Il reste là, il bras croisés. Je fais valoir mon droit à l'immobilisme. C'est ce qu'il dit au professeur. Le professeur dit, mais il tape pas en rythme. Bravo, Charlie. Wanda. Ah, le conformisme. Marcher comme tout le monde. Ah. Quand on est enfant, on veut ressembler à ses petits camarades. Si tu prends l'exemple de mon propre fils, mon fils a longtemps eu les cheveux longs. Il était beau comme un cœur, il l'est toujours. Il avait les cheveux longs comme ça, un visage très, très fin, très angélique, et un caractère bouillonnant, tapageur, voilà, un vrai contraste avec son physique. Et j'aimais cette singularité, tu vois, moi ça me plaisait. Et puis à un moment donné, il a grandi et il m'a dit, ouais, papa, je veux couper mes cheveux en fait, parce que les cheveux longs c'est bien beau, mais là j'ai envie de changer. Je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu veux changer? Hmm. Le père qui fait chier. Je veux bien que tu changes, mais pourquoi est-ce que tu veux changer? Ah, parce que j'ai envie de porter les cheveux courts, c'est cool, machin. Dis-moi une chose, est-ce que tu veux porter les cheveux courts parce que tous tes copains portent les cheveux courts? Ou est-ce que tu veux porter les cheveux courts parce que tu as décidé, en ton âme et conscience, de porter les cheveux courts? Parce que tu constates que c'est ce qui tirait le mieux à toi. Il me dit, ah papa, tu me saoules. Non, il ne m'a pas dit ça. Mais si tu veux, on a eu un petit débat comme ça, et puis en définitive, je vais laisser évidemment couper ses cheveux. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que, voilà, je pense que moi, j'aime bien l'idée de la singularité, je l'admets. J'aime bien l'idée de ne pas faire comme tout le monde, de s'inspirer des autres, mais d'en faire de cette inspiration, en définitive, sa propre tambouille, quoi. Sauf que, voilà, à 10 ans, bah, tu passes par des étapes, hein, voilà. Et aujourd'hui, mon fils en est à l'étape cheveux courts. Alors oui, il ressemble davantage à ses camarades. Il s'habille davantage comme eux, il parle davantage comme eux, etc. Bon. Le conformisme. Les gamins sont très conformistes. Enfin, je veux dire, souvent on présente les jeunes comme des rebelles nés, tu vois, voilà, qui sont nés pour faire chier leurs parents, parce que tu comprends, ce sont des rebelles. Non, entre eux, entre eux-mêmes, jeunes, tout jeunes qu'ils sont, il existe un ordre établi, très établi. Si tu t'habilles pas comme moi, t'es pas mon pote, tu vois. Si t'écoutes pas la même musique que moi, t'es pas mon pote, en fait. Ça passe pas forcément par l'agressivité, tu vois, mais il y a une espèce de reconnaissance, quoi. On se flaire entre gens de la même meute, ok. Et c'est humain. L'humain est un animal grégaire. Bon, que propose la singularité? La singularité, incarnée par Keating, bah, propose l'inverse. Elle te dit, la singularité, sort du cadre pour mieux enrichir le tableau, pas juste pour sortir du cadre, pour mieux enrichir le tableau. Quitte la maison pour y revenir plus fort. Tes découvertes fortifient la société. Tes découvertes personnelles fortifient la société. Ça n'est pas un appel à la dissidence, la singularité. Ça n'est pas un appel à l'anarchie. Tout au contraire, c'est un appel à la vigueur
du singulier pour ressusciter, revigorer, si tu préfères, le pluriel. Faire confiance à l'individu pour réanimer la société. Alors tu me diras, tout le monde ne peut pas non plus être singulier. À un moment donné, comme je te le disais, si tout le monde marche à sa guise, la société se casse la gueule. On ne peut pas être tous des Marlon Brando, on ne peut pas être tous des Léonard de Vinci, on ne peut pas être tous des Albert Einstein, des Marie Curie, des Oprah Winfrey. Certes, mais on peut tous essayer. C'est ce que dit Keating. Et surtout faire des choses qui nous conviennent. Au-delà de revêtir la cape du rebelle, du grand rebelle devant l'Éternel, il s'agit d'abord de penser à soi et à son bien propre, en sachant qu'à compter du moment où tu penses à toi et à ton bien propre, tu sers la société. Tu vois? Keating ne veut pas former des ermites, des ascètes. C'est pas son but. D'ailleurs, il le dit à Charlie Dalton, no wonder. Parce qu'à un moment donné, je t'ai dit que j'allais te le dire, Charlie Dalton, si tu veux, il a une obsession, c'est que l'Académie Welton devienne mixte. J'ai dit mix, comme Steven Mix, son pote. Mixte, ok? C'est une école pour garçons, lui, il aimerait y voir arriver des filles. Forcément, il y voit son intérêt de jeunes garçons très sensibles à la jante féminine. Et il fait passer dans le journal du lycée, si tu veux, une annonce comme quoi ce serait bien qu'à un moment donné, les filles apparaissent à l'Académie Welton. Nolan convoque tout le monde, branle-bas de combat. Qui a osé écrire ce mot? Et puis juste avant, les copains du Cercle des Poètes, si tu veux, disent à Charlie, Wanda, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Tu vas nous faire griller. En fait, c'est une société secrète. Si l'ordre établissait qu'on a fondé la société et qu'on se fout de leur gueule dans leur dos, si tu veux, ils vont dissoudre la société. Ils vont peut-être nous renvoyer à un moment donné. Bon, Charlie me dit ah, vous en faites pas. Et puis de toute façon, on n'a pas signé juste pour réciter des poèmes et rêver à la belle étoile. À un moment donné, il faut que le club nous serve à nous affirmer. Bon, Nolan convoque tout le monde et dit voilà, dénoncez-vous. Avec ses cheveux blancs neigeux comme ça, c'est un petit bonhomme robuste. Très bon comédien, l'acteur français. Dénoncez-vous, je veux les coupables. Qui a osé écrire qu'il fallait des filles à l'Académie Walton? Et là, Nolan, il fait mine, si tu veux, de prendre le téléphone qui sonne dans le hall d'entrée de l'école et il dit allô, oui? Oui, oui, c'est bien la Welton Academy. Ok, vous voulez lui parler? Oui, très bien, je vous le passe. Proviseur Nolan, c'est Dieu. Il aimerait vous parler. Il voudrait que les filles entrent à l'académie. C'est son souhait. Prenez-le, s'il vous plaît. Il attend au téléphone. Forcément, Nolan, pas très content. Et qu'est-ce qu'il fait, le Nolan? Il disperse tout le monde, il se retrouve seul avec le gamin, et là, la fessée. Parce qu'à l'époque, si tu veux, l'on pouvait se permettre de battre les élèves, de battre la jeunesse à coups de trick, si tu veux, enfin de trick, de trick, que dis-je. On dirait une planche de croquet qu'il utilise, le mec, tu vois, une espèce de bâton en bois, là. T'as pas envie de te le prendre, et il le tabasse comme ça sur les fesses. En plus, il demande de compter, tu vois. Genre, je vais te chicoter 50 fois, mon ami. Et tu vas compter au doigt. Donc, une, deux, trois, il serre les fesses, le Dalton. Mais il regrette pas son geste, tu vois. Puis à un moment donné, voilà, ça va être l'escalade et je te l'ai dit, le film se termine sur une note très dramatique, très poignante. Le film et la pièce de théâtre, hein. La pièce de théâtre reprend quasiment trait pour trait le film, séquence après séquence, tu vois. C'est hyper fluide, c'est dégagé, c'est beau, c'est simple. La mise en scène, elle est comme j'aime les mises en scène au théâtre, tu vois. Pas de fioritures. Et les changements de tableau sont légers, sont aériens. Ah là là, c'est très très beau.
c'est très très beau. Sauf que ça va se dégrader et qu'à un moment donné, bah, il va falloir payer la note de cette audace de vouloir braver le système. C'est magnifique. Carpe diem et l'éducation des enfants, c'est ce que j'ai écrit. Carpe diem et l'éducation des enfants. Alors, effectivement, si tu veux, on n'a pas tendance à pousser nos propres enfants à être des francs-tireurs, à contester l'ordre établi, à questionner intelligemment l'ordre établi. Non, c'est plutôt, voilà, marche dans les clous, fais pas de vagues, thésaurise tes forces, tu vois. Ne te fais pas mal, ne chute pas, ne ressens rien, en fait. Tu vois, c'est un peu ce qu'on dit à nos gosses. D'ailleurs, faut voir dans les... Bon, mes enfants sont grands aujourd'hui, mais à l'époque, quand ils étaient plus petits et qu'on allait au parc, il y avait ces parents, si tu veux, qui étaient constamment sur le dos de leur mioche, tu vois. Ah, mon Dieu, il va tomber de 10 centimètres de balançoire. Mon Dieu, il va se passer quelque chose. Les parents, tu sais, qui ne laissent pas respirer leur gamin, tu vois. Il faut économiser ses forces, on est dans l'épargne. Sauf que l'épargne, comme ça, c'est une forme de mort à petit feu. La destination finale, que tu sois conformiste ou singulier, c'est toujours la même, c'est la mort. Ok? Sauf que le poète te dit, je ne veux pas, à l'heure de ma mort, constater que je n'avais pas vécu. Tu vois? Prends des risques. Be a risk taker. C'est ce que dit le poète, quoi. Les poètes, quoi. Thoreau, Whitman et les autres. C'est ça. Attends, où est-ce que je l'ai noté? Je sais plus. Bon, si, je te le dis, de toute façon, voilà. Enfin, je te l'ai dit. C'est le conformiste ne veut pas prendre de risques. Ok. Ou alors il va calculer ses risques 37 000 fois avant de faire un pas, tu vois. Quoi qu'il en soit, on va y passer. Avant d'y passer, comment est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on fait de ces quelques jours qui sont les nôtres, de ce temps qui nous est imparti? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question que pose le Cercle des poètes disparus. Elle ne cherche pas à y répondre. Tu dois y répondre, mon ami. Ok? Fais-moi le plaisir d'y songer. Comment vas-tu mettre à profit le temps qui t'est imparti? Comment? À qui vas-tu chercher à faire plaisir? Mhm. Mhm. La pièce joue encore. Va la voir. Théâtre Antoine à Paris. Va la voir. Revois le film. C'est absolument formidable. Et maintenant, je vais aller manger mon gratin de jambon et de fromage. Carpe diem, mon ami. C'est joli en plus à dire. Carpe diem. Cueille le jour. Cueille le jour présent. Mm, 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 Ça m'a donné une énergie. Je ne me sens plus pissé. Bon, je vais peut-être arrêter là. Euh, je crains toujours d'avoir oublié quelque chose. Euh, La singularité, juste pour finir, la singularité, c'est la sortie du lot, quoi. Tu vois, tu es singulier, tu es un être singulier, tu sors du lot. Et la singularité peut conduire à l'extase. Pareil, en grec, l'extase, tu vois. La sortie, la sortie de toi. Tu sors de toi-même. Tu sors de l'enclos. Mm. Mm. Semoule au lait, bonne maman. Tu m'en diras des nouvelles. J'ai oublié de te dire quelque chose, Coco Cocotte. Où avais-je la tête? J'ai commencé par te dire que Keating ne formait pas des ascètes, ne formait pas des ermites,
L'idée, ça n'est pas de s'extraire de la société, tu vois, et de jouer, je ne sais pas moi, au loup-garou. L'idée, c'est de former des libres penseurs. Quand Dalton provoque Nolan en faisant mine d'avoir une conversation avec Dieu, là, je suis très vieux, regarde le geste que je fais. Il faudrait faire comme ça. Quoique Nolan, il vit dans les années 50, il peut pas faire ça, il ne sait pas ce que c'est qu'un portable. Il fait ça. Donc en fait, non, non, je suis pas si vieux. Non, je suis pas si déconnecté. Le mec fait ça. Quand Charlie Dalton, alias Nuwanda, fait mine d'appeler Dieu, provoque le proviseur de l'établissement et risque la sentence suprême, à savoir le renvoi définitif de l'école, Keating lui dit Coco, c'est pas l'idée en fait. C'est mm, mm. Ce que tu viens de faire, c'est drôle, mais tu n'as pas sucé la substantifique moelle de la vie. Tu as avalé l'os. Tu as avalé l'os. Si tu te fais renvoyer, quel bien est-ce que ça te fait? Déjà, un, tu ne m'auras plus en tant que professeur. C'est quand même bien dommage, tu vois. Deux, ça va te foutre dans la merde. Carpe diem, ça veut pas dire fais n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, vas-y, j'y vais comme je veux. Non, tu réfléchis à tes actes. Tu es un stratège. Hmm. C'est important de le dire parce que avoir le film ou à être au théâtre pour y voir la pièce, tu pourrais croire que Carpe diem, c'est j'en ai rien à foutre, de toute façon on va tous mourir, tu vois, je fais ce que je veux, comme je veux, n'importe comment. Non, 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 non. Éprouver la vie dans ce qu'elle a de plus intense, de plus charnel au sens propre et large du terme, c'est ça l'idée. C'est pas de se créer des ennemis, tu vois. Donc en gros, tu veux que les filles soient admises à l'académie, très bien, discutons-en, négocie, apprends à parler. Tu es un poète maintenant, tu vois. Convainc par les mots, par la séduction. Fais-toi entendre de Monsieur Nolan. En gros, c'est ce que lui dit Keating. Là, je brode, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Tu comprends? Tu situes? Bon.